suivante. Alors, au départ, l'arthroscopie de cheville a suivi le cheminement de l'arthroscopie de genou d'épaule. C'était explorer les lésions associées, puis les traiter, puisque l'arthroscope fait le tour de l'articulation. Donc on s'est mis à traiter des conflits synoviaux, cicatriciels, des lésions chondrales, des fragments libres, mais aussi des lésions d'arthrose, des ostéophytes antéromédiaux, des ostéophytes sur le col du talus, sur les malléoles. Alors, l'arthroscopie, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça découle de la vogue actuelle du mini-invasif? Est-ce qu'elle donne moins de raideur? Est-ce qu'elle donne moins de complications? Est-ce que ça va permettre aux patients de récupérer plus vite? Voilà ce que nous allons essayer de voir. On peut passer à la suivante. Et à la suivante. L'evidence-based medicine correspond à la pratique médicale basée sur des données probantes, sur des faits établis. Et elle fait intervenir la notion de niveau de preuve. Ces niveaux de preuve vont du plus validé, le niveau 1, ce sont des études randomisées, bien conduites, avec des effectifs suffisants. Elles vont du niveau 1 et elles vont jusqu'au niveau 4 et même au niveau 5, ce qu'on appelle l'avis d'expert. Le BM refuse les avis dits d'experts. Il a été démontré qu'un jeune interne qui fait la bibliographie sur le traitement d'une pathologie donnée va donner un avis statistiquement plus pertinent que son patron, qui aura tendance, lui, à se laisser un peu aveugler par son expérience et donc par des données plus anciennes. On considère, diapositive suivante, voilà, on considère que la pertinence d'une décision résulte d'un déparasitage. C'est-à-dire, on a les données de la recherche, validées, parasitées par les préférences du patient. Docteur, je veux une arthroscopie pour réparer mes ligaments, mais également par l'expérience. Le deuxième source de parasites, c'est l'expérience du praticien. L'expérience, par définition, fait appel à des notions relativement anciennes, parfois dépassées, et elle est teintée de subjectivité. Bon, maintenant, on va passer à la revue, avec la diapositive suivante. Voilà. Les ligamentoplasties sous arthroscopie font appel soit à des reconstructions anatomiques, soit à des ténodèses. Une question, est-ce qu'on ne refait pas un peu l'histoire de la ligamentoplastie classique? Alors, voici une étude multicentrique publiée par le ponte mondial de l'arthroscopie de cheville, Nick Van Dijk, qui est à Amsterdam. Ici, il fait une étude multicentrique, rétrospective, non randomisée. Il compare, donc ici c'est une technique classique, hein. Deux groupes de patients, des groupes d'effectifs assez faibles, moins de 30, non homogènes. Il avait constaté plus de lésions dégénératives dans le groupe du patient opéré de ténodèse, dans le premier biais. Il y a quand même un recul moyen de 12 ans, c'est une publication, je signale, qui date de 2001. Et donc, ces résultats, le groupe d'éténodèse donne moins d'excellents résultats. Il défend donc les réparations anatomiques. Et il retrouve une perte d'amplitude du groupe ténodèse qui se normalise ensuite avec la détente du transplant. Cette détente du transplant, on ne la constate pas chez tout le monde, il faut le dire. Donc voilà la première série, comparaison, l'étude on va dire, de validité, de niveau de preuve moyen. Alors là, les publications qui traitent de ligamentoplastie sous arthroscopie foisonnent. Alors il s'agit de publications qui sont dites originales ou primaires et qui s'apparentent à des essais cliniques où une technique chirurgicale est mise en œuvre sur un groupe de patients. Vous voyez, première publication là, sur la thermorétraction, 22 patients, niveau 4. 2007, Ferkel c'est quand même un grand nom, qui publie un niveau 4 à nouveau. Et puis on peut continuer. Ce sont des
notes de technique qui sont publiées. Et on peut aller à la diapositive suivante, parce que ça continue, mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces publications peu valides se terminent par « il faudrait faire d'autres études, continuer à investiguer sur le sujet, ou faire des études prospectives randomisées sont nécessaires ». Se dédouanent un peu de la faiblesse de leur publication, et mon avis est qu'ils se font admettre dans les journaux scientifiques grâce à cette réserve. On va passer à la suivante. Alors, dans la jungle des avis d'experts et des publications de niveau 4, une publication sortie l'année dernière a remporté un prix très prisé aux États-Unis, le prix Roger Mann, qui est un grand chirurgien, une grande vedette de la chirurgie du pied et de la cheville aux États-Unis. Cette publication compare le All-Inside arthrobostrom et le Open Brostrom modifié. Voilà qui est intéressant. Alors, on va continuer avec la diapositive suivante. Donc, c'est une étude monocentrique, randomisée de niveau 1, c'est-à-dire 48 patients qu'on informe de cette étude, on leur demande s'ils sont d'accord d'être inclus dans cette étude, puisqu'on leur dit, vous allez être tiré au sort, votre ligamentoplastie sera faite soit classiquement, soit par arthroscopie, vous ne le saurez que quand vous vous réveillerez. Et on va comparer les résultats, êtes-vous d'accord? Donc, sur 120 patients au départ, 48 patients se sont marqués leur accord. Ils les ont comparés avec des scores d'évaluation, que nous allons voir en détail sur la diapositive suivante, mais aussi des tests radiologiques, et ils ont une technique standardisée, que ce soit en open ou que ce soit en arthroscopie. La suivante. Alors le score AOFAS, alors difficile de lire, mais faites-moi confiance, le score AOFAS cheville, qui est le score donc, de Kitaoka, est un score fonctionnel qui attribue 100 points à un patient qui n'a, enfin à une personne qui n'a aucun problème de cheville. Et sur ces 100 points, on voit que ce score de Kitaoka n'attribue que 13 points sur 100 à l'instabilité. Plus 15 points pour l'alignement. On sait que l'alignement de l'arrière-pied peut être un désalignement de l'arrière-pied, en particulier en varus, va favoriser les instabilités latérales. Donc à côté de ce score peu spécifique, il score les patients avec un test plus spécifique, c'est la diapositive suivante, le score de Carlson, qui lui est plus spécifique, il attribue 40 points sur 100 à la stabilité. On va passer à la suivante. Alors, il compare également les données radiologiques, le bâillement latéral sur dispositif déployant la même quantité de newton, ce n'est pas manipulateur dépendant, le bâillement latéral qui est assez spécifique de la rupture du ligament fibulo-calcanéen, et le talar tilt, c'est-à-dire le tiroir tibio-talien antérieur, qui est plus spécifique des ruptures du LTFA. Suivante. Alors voilà. La technique. La technique Open comprend une arthroscopie pour l'identification des lésions associées. C'est logique, puisqu'il ne faudrait pas méconnaître des lésions associées parce que l'on fait une ligamentoplastie classique. Ils réparent les deux ligaments principaux et font un renfort au rétinaculum, donc c'est le Ostrom Gould classique. Protocole post-opératoire commun, plâtre sans appui de 2 semaines, puis un plâtre de marche 2 semaines supplémentaires, qui est ensuite bivalvé pour la rééducation. Reprise sportive légère à 8 semaines, et retour au sport sans restriction à 12 semaines, ce qui est quand même assez précoce, puisque nous avons l'habitude en France de déconseiller en tout cas les sports pivot
plus contact, comme les sports collectifs, le basket, le hand, etc. Pas de reprise avant 6 mois. Ça, c'est ce que l'on conseille aux sportifs tout venant. Alors la diapositive suivante nous donne les résultats des scores Auffaz et de Carlson qui sont augmentés dans les deux groupes sans différence. Les données radiologiques ne donnent plus aucune différence entre les deux groupes. Les complications sont les complications classiques des arthroscopies, de lésions du nerf fibulaire superficiel, vous savez, qui passe sur la voie d'abord antérolatérale. Il faut être très prudent lors de la régression cette fois d'abord. Un nœud douloureux, ça doit être enlevé, un nœud sous la peau. La technique Open donne également de complications sur le nerf fibulaire superficiel, de récupération rapide, et aussi une infection avec une guérison sans séquelles. Bref, des résultats comparables. La suivante. Alors, ligamentoplastie sous arthroscopie, est-ce que c'est indiqué? Dans quelles indications? Difficile de tirer une conclusion avec cette littérature qui finalement ne nous donne qu'une seule publication vraiment validée. Alors on peut dire que les lésions isolées du ligament talofibulaire antérieur responsables d'un conflit antérolatéral avec une instabilité dans le seul plan sagittal, donc le tiroir, sans bâillement latéral, on peut peut-être se dire oui, pourquoi pas. Je me permets de temporiser à ce stade de niveau de preuve, même si je pratique. Je suis au laboratoire d'anatomie pour ma formation. Je fais des ligamentoplasties sous arthro au laboratoire d'anatomie et je vais discuter avec les ligamento-arthroscopeurs pour me faire ma propre idée. Les conclusions. Les techniques classiques sont éprouvées depuis très longtemps. La technique qui remporte le plus de succès dans le monde est la technique anatomique de réparation ligamentaire renforcée. Depuis les années 90-2000, il y a un boom arthroscopique au niveau de la cheville. Beaucoup de publications de techniques, beaucoup de publications avec des résultats à court terme, de petites séries, souvent non homogènes. Donc difficile de se faire une idée. La diapositive suivante, peut-être, ben voilà, l'exposé est terminé. Donc, Benjamin, j'espère que tu es toujours là. Oui, oui, toujours là. Et donc, les questions, y en a-t-il? Puis-je répondre? Ou est-ce que ça se le fait en différé? Alors, on va laisser quelques instants aux participants pour poser leurs questions. Je vous invite à les poser sur l'onglet à droite de votre écran. Pendant ce temps, le temps de taper au clavier, je vous indique déjà le calendrier de l'Académie de la cheville. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 16 mai, toujours à 20 h. Et ça sera donc Romain Terrier, docteur en biomécanique, chercheur au laboratoire de l'Université de Savoie, le laboratoire interuniversitaire de la biologie de la motricité, qui va nous parler du temps de réaction péronéen et du rôle que cela a dans la prévention des entorses de cheville. Et comment on peut éviter les entorses en cas de déstabilisation soudaine. Donc voilà. Alors, est-ce que des questions arrivent? On va laisser quelques instants. Pour l'instant, a priori, ça a l'air d'être clair et limpide pour tout le monde. A priori. Non, bah écoutez, si vous voulez conclure, a priori, c'est il n'y a pas de questions après cette session. On peut peut-être dire que la question reste posée de l'intérêt et de la validité de
ligamentoplastie sous arthroscopie. C'est la seule chose qu'on puisse tirer comme conclusion à cet exposé, qui va être très intéressant d'étudier la question, mais aujourd'hui, on n'a aucune donnée, enfin, on a une publication qui nous informe de la validité de cette technique, mais une seule publication sur des groupes qui ne sont pas, quand même pas très très importants. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Très bien. Eh bien, ah si, voilà, il me semblait bien que ça allait arriver. Les, les participants sont un peu moins vigoureux que les dernières fois, a priori. Alors, on a une question qui est arrivée de Yannick. Est-ce qu'on peut voir le tunnel tarsien sous arthroscopie? Alors oui, bien sûr. On arrive à aborder le tunnel tarsien par une voie latérale qui se fait par l'orifice latéral du sinus du tarse, et ça permet d'aller explorer le tunnel tarsien après s'être fait un peu de place, il n'y a pas de cavité dans le tunnel tarsien, il est rempli de graisse et de tissu. Donc on se fait un peu de place pour explorer notamment les structures du tunnel. Oui. Ensuite, on a un autre Yannick. On salue Yannick Barthélémy de la Belgique, évidemment. On le salue bien. Yannick nous pose la question de savoir, est-il fréquent de faire une réparation ligamentaire en même temps qu'une tendinopathie fissuraire des fibulaires? Alors dans la technique du blanchet que j'utilise, la voie d'abord suit le trajet des fibulaires. Et de manière systématique, quand on répare le ligament talofibulaire antérieur et le fibulo-calcanéen, on ouvre la gaine des fibulaires et on les explore, puisque, comme on le sait, il y a les instabilités anatomiques sur insuffisance ligamentaire peuvent être associées à des insuffisances fonctionnelles par insuffisance des fibulaires. Alors, bien sûr, on peut, dans le même temps, réparer les ligaments, réparer les fibulaires, tout comme dans le même temps, on peut réaliser une ostéotomie calcanéenne de valgisation en cas de varus symptomatique associé. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bah, a priori, oui. Et ben, ensuite, voilà, il y en a une autre qui arrive. La ligamento-anatomique peut-elle décomprimer un tunnel tarsien? C'est le complément de la question de Yannick. Alors, dans la technique arthroscopique, on explore, dans la technique, pardon, par voie open, on explore l'instabilité sous-talienne associée. Mais décomprimer un tunnel tarsien, ce qu'on fait, je ne vois pas très bien à quoi correspond la compression d'un tunnel tarsien. Voilà. On va peut-être laisser le temps à Yannick. A priori, je comprends instabilité sous-talienne associée. Et donc, lors du temps d'exploration de la ligamentoplastie par voie classique, on explore l'articulation sous-talienne, une éventuelle instabilité, une éventuelle laxité de cette sous-talienne. On jette un coup d'œil sur le ligament haie qui se trouve bien visible au fond de l'articulation et ça permet de faire un bilan diagnostique, sachant que le traitement ne va de toute façon pas changer puisque la plastie au rétinaculum va permettre de restabiliser la sous-talienne si elle est le siège d'une instabilité associée à celle de la tibio-tarsienne. Ensuite, une instabilité peut-elle donner des souffrances du nerf tibial postérieur? Alors, une instabilité médiale surtout, puisque c'est surtout le valgus de l'arrière-pied qui va induire des souffrances du nerf tibial postérieur. Et donc, c'est surtout les distensions du système ligamentaire médial qui est susceptible de donner des souffrances du nerf tibial postérieur.
Dans les latérales, ça ne se voit pas souvent, même si on a parfois des laxités latérales associées à des laxités médiales. Ça peut exister. C'est donc surtout le trouble d'axe en valgus qui peut donner ce genre de choses. A priori, en tout cas, sur le problème de l'axe anatomique. Voilà, a priori, c'est les questions qu'on a eues. Si jamais il y en a encore qui arrivent plus tard, on pourra aussi y répondre par mail, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore merci au Dr Grisard pour sa présentation. Je vous rappelle que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne de l'Académie de la chute. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.